Bon, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Philippe, pour l'invitation, Painter, pour l'invitation puis l'introduction. Aujourd'hui, comme que Marie-Philippe a dit, bon, je me présente, je suis Jason Bouffard, je suis ergothérapeute de formation, je suis professeur au département de kinésiologie à l'Université Laval depuis 2019. Aujourd'hui, je vais vous parler d'utilisation de technologies, d'aide technique, beaucoup pour optimiser, pour compenser les incapacités du membre supérieur, des aides techniques robotisées, entre autres. Puis aussi présenter des projets de développement qu'on initie pour l'utilisation de capteurs, pour optimiser l'entraînement, entre autres, de gestes sportifs qui nécessitent le membre supérieur. Les projets que je vous présente, bon, je vous ai parlé dans le titre, on parle de développement centré sur l'utilisateur. Je vais beaucoup vous parler de retombées. Je suis ergothérapeute, je ne suis pas ingénieur, donc je fais du développement à travers d'autres personnes, à travers des collègues en ingénierie. Pour commencer, dans la présentation, je vais vous parler du bras robotisé Jaco. Je vais vous parler du sport de bras dynamique puis de capteur inertiel aussi pour les parasports. Pour commencer, je voudrais remercier différentes personnes qui ont contribué au projet sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, une grosse partie des projets que je vais vous présenter, c'est pendant un postdoc que j'ai fait sous la supervision de François Routier, qui impliquait beaucoup Alexandre Campo-Lecourt, qui est beaucoup impliqué dans nos projets qui étaient réalisés en partenariat avec Kinova. Donc, c'est un projet qui était financé par Kinova et Mitax sur l'évaluation des retombées de leurs différentes technologies qu'ils développent pour les utilisateurs, pour les personnes qui ont des incapacités très sévères du membre supérieur, je dirais. Là, fait que c'est des utilisateurs fauteuils roulants motorisés qui ont donc également des incapacités très sévères. Ici, on a une liste de personnes qui ont aussi contribué à ces projets. Julie Faïta, David Pachola, Bruno Lemelin, qui est ergothérapeute au CIUS de la capitale nationale, Josiane, Maëlle et Raphaël Ouellette, qui travaillent avec Katia Turcot sur des projets qu'on est en train de développer sur les parasports. Merci aussi aux différents organismes qui ont financé ces projets-là. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux membres supérieurs? En fait, le membre supérieur, comme tout le monde le sait, on l'utilise pour interagir avec notre environnement dans divers contextes, que ce soit pour les activités de la vie quotidienne, les activités de travail, l'écriture, l'alimentation, l'utilisation de technologies, de l'ordinateur, mais aussi pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, le membre supérieur est le segment qui est utilisé pour contrôler justement un fauteuil roulant, que ce soit un fauteuil roulant manuel ou motorisé. Donc, de comprendre et d'optimiser son utilisation, c'est quelque chose qui est essentiel. Puis la récupération des capacités du membre supérieur, qu'on parle des personnes qui ont subi un AVC, si on pense aux personnes tétraplégiques, c'est souvent une priorité pour les personnes qui ont subi une lésion neurologique. Là. Fait que ça démontre l'importance du membre supérieur, puis pourquoi est-ce qu'il faut travailler pour optimiser son utilisation. Par contre, cette grande flexibilité-là dans l'utilisation du membre supérieur, c'est certainement un gros défi pour les développeurs de technologiques pour justement fournir des aides techniques qui vont permettre de compenser des incapacités du membre supérieur dans cette vaste panoplie d'activités, remplacer l'entièreté de la fonction du membre supérieur avec des moyens technologiques, ça représente, je pense que tout le monde le sait, un défi majeur en termes de développement. Je vais vous Jason, je parler... m'excuse de t'interrompre. Est-ce Oui? qu'on est supposé de voir ta présentation en ce moment ou tu Ah, voulais juste... ben non, hein? Tu as bien OK, raison. c'est bon. Oui, vous êtes censé voir la présentation. Ça sera pas long. Mais bon, il n'y avait pas d'image marquante jusqu'à présent. Ça va bien, même si on n'avait pas d'image pour l'instant. Est-ce que vous le voyez maintenant, Marie-Philippe? Oui, c'est Oui, bon. c'est parfait. On t'écoutait avec attention de toute façon. On a tout compris. C'est bon. Euh, bon, OK. Pourquoi je parle de développement centré sur l'utilisateur d'aide technique pour favoriser la participation sociale?
Euh, bon, je pense que vous le savez tous, lorsqu'on fait du développement technologique, c'est très important de se centrer sur les besoins de l'utilisateur, sur ses besoins, mais aussi sur sa réalité, de bien comprendre les différents contextes dans lesquels les technologies vont être utilisées. Puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, les contextes d'utilisation du membre supérieur, donc les contextes potentiels d'utilisation d'une aide technique qui vise à compenser les incapacités sont multiples et sont énormes, autant au niveau des tâches que des environnements dans lesquels ces tâches sont réalisées. Un autre modèle auquel j'aimerais porter votre attention aussi, j'ai utilisé le processus de production du handicap qui est maintenant qui inclut aussi le modèle de développement humain dans sa nouvelle version. Je veux amener votre attention sur le fait que la participation sociale ou les situations de handicap, quand on regarde ce modèle-là, donc la capacité à réaliser de façon efficace nos habitudes de vie, euh, viennent de l'interaction entre nos facteurs personnels, donc les capacités, les incapacités, les préférences d'une personne, et les facteurs environnementaux. Dans des facteurs environnementaux, il y a les aides techniques, mais il y a aussi tout l'environnement physique, tout l'environnement social, même organisationnel. Donc, tous ces éléments-là, lorsqu'on veut produire une technologie qui vise à optimiser la participation sociale des personnes qui ont des incapacités du monde supérieur, ben, c'est des éléments qui doivent être pris en considération dans le développement des produits puis dans le développement des services qui sont associés à ces produits-là si on veut optimiser euh, l'utilisation puis l'effet, les retombées des technologies qui sont développées. Comme je vous disais tout à l'heure, bon, moi, je suis plus impliqué dans toute la partie compréhension de ce contexte-là, donc identification des besoins, euh, comprendre le contexte d'utilisation, mais aussi dans l'évaluation des retombées des designs, tandis que les collaborateurs que je travaille souvent, c'est de l'information qu'on va pouvoir leur fournir pour soit améliorer un produit existant ou en développer des nouveaux. Puis ce contexte-là de développement centré sur l'utilisateur peut être applicable à tous les stades de développement de la technologie. Dès qu'on a une idée, de développer ces idées-là, de développer les concepts avec les utilisateurs, ça aide beaucoup à être centré sur les utilisateurs, mais lorsqu'on peaufine, puis qu'on développe l'idée, puis qu'on l'améliore, toujours avoir l'utilisateur dans la boucle tout le long de la durée de vie d'un produit ou d'un projet de développement technologique, c'est essentiel. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter 3 projets où c'est beaucoup, bon, les 2 premiers projets, c'est des évaluations de retombées des outils qui sont disponibles commercialement, mais à différents niveaux de développement technologique. Première étude que je vais vous présenter brièvement, c'est une évaluation des retombées du bras robotisé Jaco, que beaucoup de monde connaissent, qui est développé par Kinova, donc avec les utilisateurs actuels, donc une technologie mature. La deuxième étude que je vais vous présenter, c'est une étude d'implémentation d'un support de bras dynamique, le O110 de Kinova, mais qui était initialement développé par Harman Edero, c'est un produit commercial, mais pour une nouvelle utilisation qui était pour optimiser le contrôle d'un fauteuil roulant motorisé. Finalement, je vais vous présenter d'une idée générale qu'on est en train de développer pour développer des systèmes de rétroaction basés sur les capteurs inertiels destinés au parasport, que là, on est plus dans l'exploration du vue. Le bras robotisé Jaco, en fait, si certains d'entre vous ne le connaissez pas, ici j'ai un petit vidéo, ça se peut qu'il soit saccadé, mais en fait, c'est un bras robotisé qui a été développé et commercialisé par Kinova, qui est une entreprise québécoise depuis 2009, qui se vise à être qui est un bras qui peut être installé sur un fauteuil roulant motorisé et que l'utilisateur peut le contrôler avec son joystick de fauteuil roulant motorisé, puis qui lui permet de remplacer en quelque sorte la fonction du membre supérieur. Il y a beaucoup d'études qui se font pour développer des concepts, pour valider des concepts en laboratoire, de valider est-ce qu'on est oui ou non capable de prendre une bouteille avec Jaco, à quelle vitesse on est, mais il y a peu d'études qui vont
qui ont évalué les retombées dans la vraie vie des utilisateurs. Puis c'est ce qu'on a fait. Dans cette étude-là qui a été réalisée pendant mon postdoc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué en entrevue et avec des questionnaires standardisés 21 utilisateurs québécois du bras robotisé Jaco, donc du monde qui utilise Jaco depuis 6 mois ou depuis 8 ans. Donc, des gens qu'on a eus en entrevue, puis certains de leurs proches aidants. On a fait des entrevues semi-dirigées, donc on pose des questions ouvertes, qu'on laisse les gens parler, puis qu'on analyse ça plus en détail par après. Ça nous permet d'avoir une information qui est très riche et qu'on combine avec des questions qui est plus facile d'avoir un big picture, d'avoir une information quantitative, donc de voir l'importance, la fréquence des impacts, des effets sur l'utilisateur. Et on s'est basé sur le modèle ici de Jutai, que j'ai oublié de mettre la référence, pour essayer de comprendre l'ensemble des retombées de Jaco. Autant au niveau de l'efficacité, est-ce que oui ou non je suis capable de faire des tâches avec Jaco, mais aussi sur les effets que ça peut avoir sur le bien-être de l'utilisateur, sur la signification sociale, l'impact que ça peut avoir sur les proches aidants, sur la communauté. Puis aussi, on a intégré des questionnaires maison pour compléter ces questionnaires-là. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que le projet a été fait en partenariat avec Kinova, puis beaucoup de ces questionnaires maison-là permettaient de répondre à des préoccupations de Kinova sur, par exemple, des features spécifiques de Jaco sur lesquelles Kinova voulait avoir un feedback. Puis après ça, ça peut aider à guider le développement continu du produit. Je vais vous en présenter un exemple tout à l'heure de ces effets-là. Puis tout le long de la présentation, je vais essayer d'apporter des pistes pour les développeurs, un peu de réflexion en lien avec ces résultats-là. Ici, je vous présente un bref aperçu des résultats de ce processus-là, des résultats préliminaires. Ici, on a un peu un nuage de mots qui décrit une bonne partie des activités qui sont réalisées par les utilisateurs avec Jaco. On peut voir que pratiquement tout le monde boit avec Jaco. Ça, on le voit souvent. Là. Fait que de prendre une bouteille, de pouvoir boire de façon autonome. Beaucoup mangent avec Jaco, mais je vais apporter des bémols tout à l'heure. Mais on voit qu'il y a une grande panoplie. Au total, on a près de 50 activités qui sont réalisées par au moins un utilisateur. Mais ça va d'un utilisateur qui fait 2 activités avec Jaco à d'autres qui en font 16, 20 activités différentes avec Jaco. Ça montre à la fois la versatilité de ce genre d'outil-là, de ce genre d'outils technologiques-là, parce qu'on est capable de l'utiliser dans plusieurs contextes, mais aussi la spécificité de son effet pour les différents utilisateurs. Il y en a qui vont être capables puis c'est pour différentes raisons que certains vont faire quelques activités, d'autres vont en faire plusieurs, mais c'est pas nécessairement clair pour moi que quelqu'un qui fait 4-5 activités, bien, Jaco est moins efficace, apporte moins de changements dans sa vie que quelqu'un qui en fait un peu plus. Puis parfois, c'est pour des raisons personnelles ou des raisons environnementales qui vont venir influencer les retombées de Jaco. Des autres questionnaires qu'on a, bon, ici, on a au niveau des effets psychosociaux avec le questionnaire PIADS, on voit que, bon, l'ensemble des participants qui ont été interviewés, ils ont des retombées positives parce que ce questionnaire-là peut aussi évaluer les retombées négatives, donc s'il y a des détériorations de la condition avec le bras robotisé Jaco. Mais on a quand même encore là une bonne variabilité dans les effets. Il y en a qui ont des effets très élevés, que ça a changé leur vie du tout au tout. Et il y en a d'autres, ben, ça me permet de me promener en tenant mon verre d'eau. Il y a différents niveaux d'effets que ça peut avoir, autant au niveau des activités qu'au niveau psychosociaux. Puis la grande majorité des gens étaient très satisfaits des différentes caractéristiques de Jaco avec l'ESAT qui va évaluer justement à quel point vous êtes satisfait des dimensions de Jaco, de son poids, de sa facilité d'utilisation, de son efficacité. Donc, c'est ça. Puis ici, pour démontrer peut-être la variabilité des effets de Jaco, il y a certains utilisateurs que, honnêtement, ça a complètement changé leur vie. J'ai quelques utilisateurs dans la tête que
c'est des personnes qui travaillent à temps plein, qui vivent de façon autonome avec des services dans leur maison et qui estiment que sans Jaco, vivraient en CHSLD. Alors que tu en as d'autres qui utilisent, tu en as beaucoup qui utilisent quotidiennement Jaco pour des activités spécifiques, par exemple pour ramasser des objets. Si j'échappe quelque chose, je peux le ramasser. Si je veux boire, je peux le boire de façon spontanée. Et tu en as quelques-uns qui l'utilisent de façon plus occasionnelle pour des activités précises, par exemple pour peindre ou pour boire un verre d'eau dans un contexte d'utilisation comme pendant des sorties qui sont plus spécifiques, que les effets sont peut-être un peu plus limités. Mais je dirais que la grande majorité des cas, ça se trouve dans le milieu, mais qu'il y en a que l'impact est spectaculaire de Jaco sur leur vie, que ça change totalement leur vie. Une première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens-là qui utilisent Jaco de façon quotidienne se mettent à ressentir des retombées de ce genre d'outils de technologie-là de façon vraiment grande, que ça va changer complètement leur vie puis celle de leurs proches. Je pense qu'un des défis de Jaco, puis ça, c'est connu quand même dans la littérature des bras robotisés, c'est l'alimentation. Tantôt, je parlais que beaucoup de gens mangent avec Jaco, mais beaucoup de gens vont grignoter avec Jaco. Beaucoup de gens vont manger un hot dog, vont manger une bâton, vont manger des choses qui se tiennent bien dans une main puis qu'on peut rester là puis juste manger. Par contre, pour manger des repas complets puis venir vraiment diminuer la charge pour les aidants, d'augmenter de façon très significative l'autonomie, par exemple, de manger un spaghetti, c'est souvent pas au point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jaco, on contrôle souvent un degré de liberté à la fois. Et lorsqu'on est proche de l'assiette pour remplir une fourchette de spaghetti, par exemple avec un bras robotisé, si on a un extrait d'une entrevue qui le démontre assez bien, quelqu'un qui dit j'ai essayé de manger avec Jaco un spaghetti, mais pour prendre 3 bouchées de spaghetti, il fallait que je fasse 40 manipulations, donc que j'appuie sur mon bouton, sur mon joystick 40 fois. Ça m'a pris 20 minutes pour prendre 3 bouchées. J'avais l'épaule à moitié morte après ça, donc c'est pas fonctionnel. C'est un grand défi qu'il y a à surmonter. Dans des solutions qui sont actuellement implémentées dans le bras robotisé, il y a des programmations de position et de trajectoire préprogrammées. Par exemple, si je veux rendre le bras robotisé de l'assiette à ma bouche et de la bouche à mon assiette, bien, au lieu d'avoir à contrôler un degré de liberté du robot à la fois pour me déplacer d'un endroit à l'autre, bien, je peux enregistrer des positions. Donc, je peux enregistrer la position de ma bouche, la position de mon assiette et juste avoir à appuyer sur un bouton et cette trajectoire-là se fait de façon automatique. C'est bien pour plusieurs applications, par exemple pour mettre une casquette ou pour les choses qui sont... par exemple, il y en a beaucoup qui vont mettre leur téléphone près de leur visage et que pour lire et que cette position-là va être préprogrammée. Mais pour l'alimentation, ce n'est pas suffisant parce que ce qui est difficile, c'est les manipulations fines lorsqu'on est proche de l'assiette, par exemple. Puis cette fonction-là est déjà utilisée qui prend 40 manipulations, donc clairement, ce n'est pas suffisant. D'autres solutions qui peuvent être implémentées pour l'alimentation, puis c'est des éléments qui sont peut-être pas considérés souvent lorsqu'on développe une technologie, mais c'est l'utilisation un peu synergique de l'aide technique et des capacités résiduelles du bras robotisé. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pratiquement pas de mouvement au niveau proximal de leur épaule, mais ont encore des bonnes capacités au niveau des mains. Puis, entre autres, une personne que j'ai en tête qui arrive à manger des repas complets avec Jaco, c'est un peu ça qu'elle fait. Elle approche la fourchette de son assiette avec Jaco. Lorsqu'elle est proche de son assiette, elle est capable, avec ses capacités résiduelles, de remplir la fourchette, de faire une bouchée. Et ensuite, elle approche Jaco proche de sa bouche, puis là, elle est capable de croquer. Donc, avec le bras robotisé, il y a très peu de manipulation à faire, juste de déplacer la fourchette de l'assiette à la bouche. Et le reste, elle utilise ses capacités résiduelles pour faire le travail. Puis ça, c'est une solution qui est très efficace lorsque possible. Ce n'est pas tout le monde qui a les capacités résiduelles pour faire ça. Donc, c'est le genre de facteur personnel qui va venir influencer la façon qu'on utilise un aide technique. Donc, il peut venir influencer les éléments de
de développement qu'on peut penser, puis les scénarios d'utilisation de notre technique. D'autres utilisation de systèmes spécifiquement conçus pour l'alimentation, par exemple le Hobie, que là, on vient combiner ou changer avec Jaco, qui ont été développés, puis qui n'étaient pas couverts dans cette étude-là, mais il y a quand même des solutions pour l'alimentation spécifique, comme c'est une activité qui est très importante, comme je disais tout à l'heure. Bon, là, la question que j'ai posée, c'est comment est-ce qu'on rend ces gens-là en haut? Là, ici, je vais essayer de vous convaincre un peu que même les gens qui utilisent quotidiennement pour des activités spécifiques, comme ramasser des objets, boire de l'eau. Ces activités qui peuvent avoir l'air anodines, mais si vous pensez 2 secondes, si à chaque fois que vous échappiez votre téléphone, vous devriez attendre après quelqu'un pour le ramasser, ou à chaque fois que vous voulez vous gratter le nez, vous devriez demander à quelqu'un de venir vous gratter le nez. Si on pense au nombre de fois que ça peut arriver dans une journée pour des petits détails qui prendraient 30 secondes, mais que là, il faut déranger quelqu'un, il faut attendre pendant 10 minutes pour se gratter le nez. C'est des petites choses qui ont un effet très grand pour l'utilisateur et pour les proches. Par exemple, si on a un utilisateur qui dit, par exemple, si je vais me promener et que j'échappe mon téléphone, ben, il n'y a pas besoin de courir après quelqu'un, il peut juste le ramasser et continuer à vivre sa vie. C'est toutes des choses qui changent beaucoup dans une journée. Un autre, c'est par exemple pour juste boire un smoothie le matin, mais elle dit avec Jaco, l'enfant est capable, mais en fait, l'utilisateur est capable de boire son smoothie de déjeuner de façon autonome le matin, même si c'est juste un repas spécifique qu'il est capable de faire de façon autonome. Mais ça change beaucoup parce que sinon, elle, il faut qu'elle reste à côté de son fils pendant 1 heure pour qu'il boive son smoothie, soit à son rythme ou que l'utilisateur il se sent pressé parce qu'il se sent mal à l'aise qu'il y ait un proche aidant pour faire ça. Là. Donc, l'utilisation du bras robotisé dans cette situation-là, c'est un petit détail, quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui est vraiment important pour les utilisateurs, pour les proches aidants. On a beaucoup de scénarios comme ça. Je ne vais pas vous les présenter, là. Je veux passer un peu vite sur ces éléments-là. Mais on en a quand même plusieurs exemples de situations comme ça. Une question qu'on peut se poser, par contre, c'est pour ces gens-là qui ont des besoins plus simples, qui sont essentiels, mais est-ce que Jaco est overkill? Est-ce que il y a des façons d'offrir des solutions plus simples pour les gens qui ont des besoins plus simples. Pour quelqu'un qui fait 18 activités, qui va manger de façon autonome, qui va travailler, qui va vraiment l'utiliser à toutes constamment, Jaco, je pense que l'ensemble de ces fonctions sont pas mal essentielles, mais pour des gens qui font plus des situations spécifiques, est-ce qu'il y a moyen d'arriver à une situation plus simple qui va répondre aux besoins? Pour répondre à cette question-là, ou comment est-ce qu'on peut arriver à une plus simple, je vous présente ici, c'est un exemple de questionnaire maison qui avait été développé avec Kinova de différents features du bras robotisé. Je voulais savoir à quel point est-ce que ces features-là sont adéquats, sont overkill, sont nécessaires pour que les utilisateurs soient satisfaits d'utilisation de Jaco. Donc, on avait différents puis c'était des éléments en même temps que c'était souvent des facteurs qui pouvaient affecter les projets de développement. Donc ici, on a par exemple le REACH. Ce qu'on se rendait compte, c'est que le niveau d'atteinte là, de Jaco, il est adéquat. Les gens, il est adéquat puis il limite, en fait. Les gens, ils veulent être capables de ramasser quelque chose par terre, ils veulent être capables de ramasser quelque chose sur une table, de ramasser quelque chose en hauteur, d'atteindre une lumière. Et avec Jaco, on est comme à la limite. C'est une des caractéristiques où il y avait le plus de critiques qui pouvaient être apportées. Tandis que le payload, la capacité à Jaco à soulever des objets lourds, en général, c'était plus satisfaisant pour les utilisateurs. Lorsqu'on va dans la littérature, le payload de Jaco pèse est capable de soulever 1,3 kg à bout de bras, alors qu'on voit que quand on regarde dans la littérature, il y a à peu près 90% des objets qu'on manipule dans notre vie quotidienne qui pèsent moins de 500 grammes. Donc, en allant sonder les utilisateurs, en allant voir la littérature scientifique, on est capable d'identifier
des caractéristiques du bras robotisé qui pourraient être simplifiées. Puis on sait que le payload d'un moteur influence grandement son coût et ou sa dimension. Donc, c'est peut-être un des éléments où, pour une solution plus simple, mais qui pourrait être simplifiée sans peut-être affecter trop la fonctionnalité du robot. C'est un peu, ça fait un petit topo de ce projet-là. Une chose qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs, puis tu sais, Jaco, avec quand même un succès, puis pour les personnes qui l'utilisent dans beaucoup de situations, ça apporte des effets qui sont significatifs et les caractéristiques de Jaco sont appréciées. Puis je pense que une chose qui est importante de considérer, c'est que l'utilisateur a toujours été au centre du développement de Jaco dès le début. Tu sais, l'idée initiale du bras robotisé Jaco venait d'un besoin d'un oncle de Charles, du PDG de Jaco, donc de son développeur initial. Donc, c'était déjà basé sur un utilisateur. Le fait que les utilisateurs sont au centre du développement de Jaco, ça a été quasiment un problème pour nous parce que sont attachés à la compagnie. Il y en a beaucoup qui ont travaillé pour la compagnie. Il y en a beaucoup qui se connaissent vraiment beaucoup. Puis on se rendait compte lorsqu'on apportait de l'information à Kinova, ben, on a souvent l'impression qu'on ne leur apprenait pas grand-chose. Ils connaissent beaucoup leurs utilisateurs, puis je pense que ça transparaît dans l'adéquation entre le produit et les besoins de plusieurs utilisateurs. Un autre projet que je vais vous parler, c'est l'utilisation du support de bras dynamique. Les supports de bras dynamiques, c'est un autre aide technique qui peut être versatile pour compenser les incapacités du membre supérieur, qui est un produit mécanique maintenant, qui est un peu plus simple, qui sert juste à enlever un peu ou beaucoup de poids au bras d'une personne qui a des incapacités. Donc, en enlevant du poids au bras, ben là, ça peut faciliter l'utilisation du bras dans la vie de tous les jours. Ici, on a un exemple d'un utilisateur d'un support de bras dynamique qui l'utilise pour soulever, pour manger. Donc, il n'y a pas à forcer pour soulever son bras. Et on peut s'imaginer que cet outil-là ben, peut être utilisé pour plusieurs tâches différentes pour les personnes qui ont des incapacités qui sont principalement de la faiblesse. Dans la littérature, c'est beaucoup des utilisations dans la vie de tous les jours qui ont été explorées. Puis une des conclusions, c'est souvent que les personnes ont besoin d'avoir des bonnes capacités distales pour être capables de bien utiliser un support de bras dynamique. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est dans une autre utilisation, un autre scénario d'utilisation qui était pour faciliter la conduite d'un fauteuil roulant motorisé. Donc, c'est un projet qui était une série de cas qui était vraiment ancré dans les milieux cliniques, qui était issu de besoins qui avaient été manifestés par des intervenants cliniques. Entre autres du monde qui sont à la limite entre être encore capables de conduire leur fauteuil roulant motorisé, mais être un peu limite puis de devoir faire le switch vers un contrôle alternatif, par exemple un contrôle céphalique, et qu'on voulait explorer est-ce que le support de bras dynamique est capable de prévenir ce changement de contrôle-là puis de maintenir l'utilisation du bras pour le contrôle. Mais c'est une utilisation qui est pas encore beaucoup utilisée et d'installer le support de bras dynamique sur un fauteuil roulant, c'est quelque chose qui est encore en développement et qui devait être fait. Donc, ici, je vous présente un cas à succès. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a aussi fait 4 autres tentatives qui étaient moins des cas à succès pour plein de bonnes raisons. On pourra en discuter si vous voulez. Donc, c'était une personne qui a une sclérose en plaques, qui était père de famille, qui travaillait à temps plein, mais qui avait besoin d'assistance pour la majorité de ses activités de la vie quotidienne. Puis pour conduire son fauteuil roulant motorisé, en fait, il était capable de conduire en ligne droite, il était plus capable de tourner à gauche. Il conduisait avec un petit joystick. Si sa main tombait en bas de son joystick, il avait besoin que quelqu'un lui remette la main sur le joystick. Donc, il n'était plus vraiment autonome. Là. Il ne pouvait plus se déplacer à l'extérieur. Donc, une idée, c'était de voir est-ce qu'en enlevant le poids de son bras, est-ce qu'on est capable de permettre le maintien de la conduite.
Initialement, on avait pensé à un beau petit design expérimental bien carré avec une évaluation initiale, l'installation du support de bras dynamique, avec 4 petites séances pour faire l'installation en arrière du fauteuil roulant motorisé de 30 minutes, une évaluation tout de suite après avec le support de bras, une évaluation 1 mois en 3 mois. Dans les faits, ça s'est retrouvé à être un peu plus compliqué que ça. Entre autres, l'installation du support de bras dynamique sur le fauteuil roulant, on s'est rendu compte que des mini changements dans l'orientation de cette petite pin-là, entre autres, là, qui est l'axe du support de bras dynamique, allait influencer grandement l'utilisation. Le participant avait beaucoup de difficultés à aller vers l'extérieur avec son bras. Donc, on avait tendance à tricher un peu en augmentant l'angle de cette pin-là. Mais en augmentant l'angle, le bras avait tendance à drifter. Puis comme il y avait une faiblesse qui était très importante, il y avait un besoin de contrôle. Donc, il y avait un ajustement très fin à réaliser qui nous a demandé beaucoup de travail. Puis aussi, d'autres éléments qui sont arrivés, bien, dans une étude comme ça de quelqu'un qui a des besoins de développement puis qui dans des milieux cliniques, bien, il y a eu beaucoup de causes d'intervention tout le long du projet. Par exemple, il y avait besoin d'un orthèse de poignet en plus de l'orthèse de support de bras dynamique. Donc, on voit qu'il a été modifié en cours de route. Il y a eu un changement de fauteuil roulant. Donc, au niveau du design expérimental, c'était moins carré que ce qu'on imaginait initialement. Par contre, les retombées pour lui, bon, tantôt j'avais des vidéos, mais c'est très saccadé les vidéos, donc je ne vais pas mettre l'emphase là-dessus. Là. Mais ici, on a 2 exemples de conduite de fauteuil roulant avec et sans support de bras dynamique. Ici, sans support de bras dynamique, on se rend compte qu'il est incapable de monter une petite pente, alors qu'avec le support de bras dynamique, il était capable de monter une pente plus abrupte. Sur des pentes latérales, il est incapable de se déplacer sans support, tandis qu'avec le support de bras dynamique, il était capable de le faire sans hésitation. Donc, ça a quand même beaucoup amélioré sa capacité à se déplacer, mais aussi le fait d'être capable de remettre de façon autonome sa main sur son joystick, mais ça a fait en sorte qu'il était capable de se déplacer à l'extérieur de façon autonome, à l'intérieur. Donc, il était beaucoup plus indépendant avec son fauteuil roulant. Puis si on pense à ce cas à succès-là, lui aussi, un peu comme les utilisateurs de Jaco qui se trouvaient en haut du graphique tout à l'heure, lui, ça a changé sa vie d'être capable de se déplacer de façon plus autonome dans son quartier, de pouvoir parler à ses voisins, de pouvoir aller à l'épicerie et parler aux personnes qui étaient proches de lui. Puis ça, c'est malgré le fait qu'il y avait quand même des imperfections. Là. Il y avait un peu une estimation très positive des effets que ça avait au niveau psychosocial, même si d'un regard externe, on pouvait se dire qu'il y avait quand même des limites. On pourrait en parler aussi. Ici, j'ai mis un extrait quand même intéressant du genre d'effets psychosociaux que ça peut avoir là, pour quelqu'un qui a une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, qui est habitué de toujours perdre des capacités, puis là, d'un coup, il gagne des capacités. Donc, c'est le genre d'effet que les aides technologiques peuvent avoir. C'est quoi les éléments qui ont facilité le succès de l'intervention? Bon, il y avait des attentes faibles. T'sais, au final, il était juste capable de conduire son fauteuil roulant motorisé. Il essayait d'ouvrir une porte avec des poignées en bec de canne, il n'était pas capable. Il essayait de peser sur un bouton d'ascenseur avec le support de bras dynamique, il n'était pas capable. Mais ses attentes, c'était d'améliorer la conduite en fauteuil roulant. C'est ça que ça a fait. Donc, il est très satisfait. Donc, il y a quelque chose d'important au niveau de la conformité entre les attentes et ce que le produit peut offrir, la motivation exceptionnelle, l'environnement physique d'utilisation qui était compatible parce que ça élargit un petit peu le fauteuil quand même, un support de bras dynamique. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est critique pour l'utilisateur de fauteuil roulant, la largeur hors tout. Donc, c'est le genre de choses qu'il fallait penser, mais pour cet utilisateur-là, ce n'était pas un problème dans sa maison. T'sais. Puis un travail en étroite collaboration avec l'équipe clinique qui nous a aidés, avec les ergothérapeutes d'ICUS qui nous aidaient justement à penser à un peu tout lors de la configuration qui a contribué quand même beaucoup au succès. Un élément que je veux apporter votre attention, bon, tantôt j'ai parlé de comment rendre Jaco plus simple. Ici, bon,
on peut parler, je ne l'ai pas mis en valeur tout à l'heure, mais l'autre alternative pour cette personne-là, c'était de switcher à un contrôle céphalique. Mais le fait d'utiliser un support de bras dynamique, qui est peut-être plus simple qu'un contrôle céphalique ou relativement plus simple, ben lui, ça lui donne l'impression qu'il a gardé, en fait, ça lui donne l'impression, on ne l'a pas mesuré, mais ça lui a permis de garder ses capacités du membre supérieur plus longtemps. Parce qu'il est convaincu que s'il avait fait un changement de contrôle au contrôle céphalique, ben, il aurait perdu toute capacité résiduelle à son membre supérieur gauche, comme qui est arrivé à son membre supérieur droit. Donc, d'aller du simple au complexe, de toujours essayer de prioriser les solutions plus simples. Oui, il y a une question de coût. Des solutions plus simples, c'est moins cher. Mais il y a aussi une situation où d'avoir en tête le maintien, le développement des capacités, le plus que l'utilisateur peut en faire par lui-même, le plus il va être capable de maintenir ses capacités, de développer ses capacités. C'est un peu la même chose pour Jaco. On a un exemple d'un jeune qui, en fait, au début qu'il y a eu Jaco, il l'utilisait pour tout. Il trouvait ça trippant, il l'utilisait pour tout. Puis il s'est rendu compte qu'il a perdu les capacités plus rapidement à cause de ça au niveau de son membre supérieur. Donc, avec le temps, il a appris à juste utiliser Jaco lorsque c'était vraiment nécessaire. Puis d'autres choses, c'est le contrôle manuel. Donc, tantôt, je vous ai parlé des positions préprogrammées. Donc, tu fais juste appuyer un bouton pour aller à quelque part. Mais il y a certains utilisateurs avec des dystrophies musculaires qui disent moi, je ne veux pas utiliser ça parce que le fait d'utiliser mon joystick, ça me fait travailler ma main, puis je pense que ça me permet de maintenir les capacités de ma main plus longtemps. Donc, c'est des choses à penser en tête que c'est possible qu'on ne pense pas lorsqu'on développe des technologies. Je vais finir rapidement avec les capteurs portables, qui est un projet plus en développement que là, en fait, qu'est-ce qu'on entend par capteur portable pour quantifier le mouvement? On entend des compteurs de pas qu'on utilise lorsqu'on s'entraîne, des GPS, toutes sortes de capteurs qui peuvent être utilisés pour calculer la vitesse de course, le nombre de pas, la fréquence cardiaque. Mais c'est beaucoup utilisé chez les athlètes sans incapacité. Une piste qu'on veut explorer, c'est comment est-ce qu'on peut développer des systèmes de rétroaction pour favoriser un entraînement optimal de personnes qui ont des incapacités dans les parasports. Plusieurs défis qui peuvent être présents. Par exemple, si on fait juste tenter d'utiliser des capteurs commerciaux avec des personnes qui ont des incapacités, ne sont souvent pas adaptés. Par exemple, un compteur de pas pour quelqu'un en fauteuil roulant, ça ne fait pas de sens. Donc, il y a du développement à faire à ce niveau-là. Il y a des développements qui se font avec les capteurs inertiels dans d'autres endroits. La question, c'est de voir à quel point est-ce qu'ils sont centrés sur les besoins. Un élément que je voulais vous approcher ici, c'est encore une fois que les développements de ce type de technologie-là, c'est important de bien comprendre le contexte d'utilisation, de bien comprendre les besoins des utilisateurs. Par exemple, si j'ai 3 sports en fauteuil roulant, où ce qu'on pourrait penser que les indicateurs de performance importants sont les mêmes. Par contre, on se rend compte que c'est vraiment pas le cas. Par exemple, au tennis, ce qui est important, c'est d'être capable de virer sur un dixième, parce qu'on doit se virer sur un dixième pour répondre aux attaques de l'adversaire. Au basketball, la vitesse maximale n'est pas vraiment importante parce qu'on ne l'atteint jamais. Ce qui est important, c'est d'être capable d'accélérer rapidement à partir de zéro. Puis même qu'on se rend compte que d'être capable de virer sur un dixième, c'est important pour les attaquants, mais pour les défenseurs. Donc, tout ça, ça montre à quel point c'est important de bien connaître le concept parce que si moi je vous dis, je vais développer quelque chose pour mesurer la vitesse maximale pour des joueurs de basketball, bien, ça ne sert à rien. C'est des étapes qui sont nécessaires pour bien comprendre le sport, pour faire un bon développement. Donc, ici, c'est l'exemple de projet qu'on veut faire. Donc, aller par étapes, de sonder les besoins, de développer de façon itérative des prototypes avec les utilisateurs, puis après ça, d'évaluer les retombées. Pour conclure, l'importance de bien comprendre les besoins spécifiques à la clientèle lorsqu'on développe des aides techniques. La flexibilité, c'est souvent quelque chose qui est nécessaire pour avoir une solution qui s'adapte à chaque client et à son environnement, comme on voit toute la grande variabilité qui existe dans les retombées, dans les besoins. Puis, je pense que aussi, si on considère l'ensemble des besoins, l'ensemble des caractéristiques, je pense que c'est important de penser à
bâtir un coffre à d'outils plutôt que de penser à trouver un jour la solution universelle. Ça ferait le tour de ma présentation qui était plus évaluation de besoins, retombées que développement, mais c'était ma contribution jusqu'à présent dans le domaine des technologies. Merci pour la présentation. On va prendre quelques questions. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à prendre la parole directement puis les poser à la professeure Bouffard. J'aurais une question, Jason. Je sais qu'on se parle à tous les jours, mais c'est Katia. J'ai quand même une question. Je sais que dans plusieurs domaines, quand on développe des technologies, puis on veut les appliquer, on fait des études de validation sur un grand nombre de sujets. Puis quand on parle de gens de population avec des handicaps, ça devient un enjeu, en fait, le développement de technologies puis la validation. Comment vous êtes arrivé? Parce que là, tu sais, pour le Brojaco, puis pour les autres technologies dans lesquelles tu as été impliqué, comment vous êtes arrivé un peu à passer au travers ces défis-là au niveau du nombre là, pour la validation là, de ces technologies-là, étant donné la variabilité la variabilité. Puis, Mais c'est effectivement un défi de penser d'utiliser un design expérimental qui est développé pour des médicaments ou pour des populations qui seront très fréquentes avec des besoins spécifiques pour évaluer les retombées de des outils qui sont destinés à une population qui est extrêmement hétérogène pour des besoins extrêmement hétérogènes. Je pense que c'est là que l'utilisation des méthodes mixtes sont quand même intéressantes parce que ça permet, au niveau de la recherche qualitative, on n'a pas besoin d'autant de participants. Ça nous permet d'avoir un éventail de retombées. Ce pas les mêmes objectifs, mais je pense que c'est ça. Puis d'avoir un peu plus des statistiques descriptives, comme j'ai présenté, c'est difficile pour avoir des statistiques de comparaison entre les groupes, mais d'avoir des designs où ce qu'on compare plus. Moi, c'était plus, à part l'utilisation du sport de bras dynamique, c'était transversal, c'était plus descriptif, mais même dans le sport de bras dynamique, ben là, c'est de comparer le participant à lui-même. Il y a plein de devis, par exemple le multiple baseline, où on est capable d'évaluer initialement la stabilité de la condition de la personne avant d'introduire l'intervention. Parce que c'est un défi pour évaluer les retombées, mais c'est aussi un défi pour valider les outils d'évaluation. Si je veux, un questionnaire qui est développé pour les utilisateurs de bras robotisés, contrôlés par BCI, c'est pas vrai que je vais avoir un échantillon pour avoir un ICC. Là, c'est d'avoir plus des designs qu'on valide notre outil pour l'utilisateur spécifique avant de l'utiliser pour ce même évaluateur-là pour voir les impacts de la technologie. Là. Je pense que combiné avec des évaluations plus qualitatives, c'est un peu l'approche qui est peut-être la plus faisable, puis la plus informative aussi, qui apporte le plus d'informations. Merci. Merci, merci Jason pour ta présentation, très, très appréciée. Puis j'ai aimé surtout ce que tu as mentionné vers la fin. Il y a toujours un risque avec les outils techniques. C'est plus un commentaire qu'une question. Tu verras si tu peux ajouter quelque chose par la suite. Mais je pense qu'il y a toujours un risque avec les aides techniques d'une perte de fonction, particulièrement avec ta deuxième aide technique que tu as présentée. Puis tu as eu ce souci-là, que tu en as discuté. Je pense que c'est bien. Puis qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment assez. Je suis toujours dans le temps, dans une autre vie, quand on va aux États-Unis, puis qu'on voit des gens qui ont l'air quand même assez en santé, qui se promènent en fauteuil motorisé, on se dit, est-ce que c'est vraiment, vraiment une bonne idée? Puis c'est dans cette idée-là d'utiliser des aides techniques plutôt que d'utiliser ses propres membres.
il y a un risque à ça. Peut-être moins avec Jaco, mais avec ta deuxième aide technique, je pense que c'est effectivement un souci, puis garder ça en tête. Mhm. Pas de question. C'est simplement un commentaire. Et te remercie d'avoir soulevé ce point-là qui me semble toujours très, très important. J'ai l'impression souvent qu'on passe ça un petit peu trop sous silence. C'est le fun, on développe des technologies, ça a l'air cool, ça a l'air le fun, mais au final, est-ce que c'est bien pour l'utilisateur? Puis, tu sais, c'est même vrai pour Jaco, là, parce que, tu sais, a priori, on pourrait penser qu'une bonne retombée de Jaco, c'est quelqu'un qui l'utilise pour 18 activités. C'est une meilleure retombée que quelqu'un qui l'utilise pour 3. Mais dans les faits, si la personne en a besoin pour 3, mais elle l'utilise pour 18 activités, ben c'est pas bon. Puis j'en ai eu, tu sais, qui l'utilisait, le jeune que j'ai en tête, ou ce qui parlait qu'au début, il l'utilisait pour tout, puis que ça lui a provoqué une diminution des capacités plus rapide. Maintenant, il l'utilise juste pour certaines activités, mais il est capable de l'utiliser pour toutes, puis il y a une maladie dégénérative. Fait que le fait d'avoir Jaco, d'être capable de se pratiquer à l'utiliser pour toutes, ça lui donne confiance que quand je vais être rendu là dans ma vie, je vais l'avoir, puis ça va me permettre de rester indépendant. Donc, c'est encore là dans l'évaluation des retombées, puis c'est souvent ça, là, tu sais, utilise-le, utilise-le, utilise-le plus. Au niveau des vendeurs, peut-être des développeurs, mais c'est une bonne idée de pousser à une utilisation coûte que coûte? Peut-être pas, tu sais.